Bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire déjà et le dernier avant le break d'été. Donc, si on passe peut-être sur le slide de l'agenda pour faire un rapide tour de ce qui nous attend sur ce webinaire. Donc, avec Laurent, on va faire une introduction et on va parler un petit peu de l'activité. Je vais parler un petit peu de l'activité du groupe, l'activité de MSH, et puis Laurent fera un zoom sur l'activité commerciale. Donc, on installe quelques rites en fait dans ces points. Un deuxième rite, ce sera Amandine qui nous fera un point sur les chiffres au deuxième trimestre pour MSH, notamment avec un zoom sur MSH France, pour voir où nous en sommes. Et je suis ravi, on aura deux invités. On a d'ores et déjà Guillaume Desbarres qui est là, et Guillaume va nous parler de MSH Americas. Vous savez que la dernière fois, on avait parlé de Duo CACI Crédit avec Philippe Puatos. Il a exprimé le souhait, vous aviez exprimé le souhait, pardon, d'avoir un peu des visions soit du groupe, soit d'autres filiales. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait alterner. Un coup, on va présenter une filiale du groupe qui n'est pas de MSH, c'était la dernière fois avec Duo CACI Crédit. Et puis, un coup, on va présenter une de nos filiales et on a choisi pour ce webinaire une présentation du Canada par Guillaume, Guillaume étant le directeur général de MSH Americas. Donc, je ne sais pas si tu es là, Guillaume, mais en tout cas, merci. Je crois qu'il est 7 heures du matin pour toi à Calgary. Donc, merci de ta présence et de la présentation que tu vas faire. Et puis, on recevra ici, on est au 7e à Sison, la DRH du groupe, Isabelle Écoute, qui viendra vous parler, que vous ne connaissez probablement pas, et qui viendra vous parler. Je crois qu'on a un problème de connexion, non? Les trucs disparaissent, non, c'est bon. Et on accueillera Isabelle Écoute, qui viendra nous parler de la fonction RH du groupe, et puis de ce qu'il y a à réaliser au niveau, ce qui est prévu en fait cette année au niveau des RH. Et puis je ferai la conclusion. Voilà, petite remarque, vous voyez qu'on est sans masque. En fait, on a tous payé le Covid, je crois, dans les 2 dernières semaines. Donc, on est immunisés. En revanche, prenez soin de vous. Vous avez tous vu que les cas de Covid remontent. Donc, faites attention à vous. Et même si ce n'est pas obligatoire et il n'y a pas de recommandation encore, n'hésitez pas à mettre un masque si vous estimez qu'il y a des risques ou que vous êtes concerné parce que vous ne l'avez pas eu. Donc faites attention et n'hésitez pas à mettre des masques. Voilà, l'intérêt de ces webinaires, c'est qu'ils soient interactifs. Donc peut-être Fabrice, je te passe la main pour un peu expliquer comment on peut poser les questions. Puis comme à chaque fois on innove un peu, nous dire ce qu'il y a comme innovation cette fois-ci. Ok, merci Fred. Bonjour à toutes et tous. C'est le Covidé qui vous parle. Donc, vous pourrez poser vos questions via le chat qui se trouve à droite. Et donc, je poserai à votre place vos questions de façon anonyme. Donc, comme à chaque fois, le webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui vous sera poussé rapidement dans la foulée. Et à l'issue du webinaire, il y aura une petite enquête de satisfaction. Donc, merci de la compléter. Ça nous permet de faire en sorte de progresser à chaque fois. Et donc, dans cette logique-là, il y aura quelques petites nouveautés dans ce webinaire. Donc, vous aurez le droit à une vidéo. Donc, je ne vous en dis pas plus sur MSH Americas. Et puis, on va également innover avec un système de fun quiz qui apparaîtront à droite de votre écran à certains moments. Donc, pour vous poser des questions en live, donc ce qu'on vous demande, c'est d'essayer d'y répondre. Et puis, on aura immédiatement la réponse en live. Donc, à surveiller pendant la durée de l'intervention. Voilà, Fred. Merci, donc soyez attentifs. C'est bien ça que tu dis, Fabrice, puisqu'il y aura C'est ça. des quiz. Très bien, je propose, si ça vous va tous et toutes, qu'on démarre sans plus attendre. Donc, un point d'actualité groupe, plutôt sur des chiffres. Donc, pour vous donner le chiffre d'affaires du groupe à fin mai et au niveau du prévisionnel. Ah, pardon, j'avais déjà avancé sur la slide suivante. J'attends qu'elle apparaisse. Ah, voilà, tiens, c'est vrai, il y a un lag. OK. Alors, ce que vous voyez sur les lignes, les acronymes, ce sont les business units qui sont notre organisation. Donc, DSCS, c'est en fait l'IARD. Vous voyez même la photo de Cédric Charpentier qui dirige cette business unit. Vous avez ensuite PSC, c'est les assurances de personnes France avec Thierry Vachier, MSH avec votre serviteur. Profession réglementée et spécialité qu'on appelle aussi PRRA avec Anne-Jacques de Dinechin.
Crédit que vous connaissez puisque vous avez vu Philippe Puventos la dernière fois, et puis l'activité suisse, la photo que vous voyez là, c'est David Cochet, sachant qu'il n'y a pas encore un patron unique pour la Suisse, donc il y a aussi Grégory Ferret qui est en charge de l'activité suisse. Donc voilà, en horizontal, ce sont l'ensemble de nos business units. Et si on regarde la première moitié, donc ce qui apparaît sous évolution à date, on va regarder le chiffre d'affaires mai 2021. Vous voyez que nous avions réalisé l'an passé, à fin mai, 344 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, vous voyez la répartition en fonction des business units. Et vous voyez qu'à mai 2022, c'est donc la troisième colonne, nous sommes à 375 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous regardez dans la colonne orange, actuel 2022 versus actuel 2021, c'est une belle performance puisque à fin mai, 2022 est en croissance de 9% par rapport à 2021. Et vous voyez que ça vient de l'ensemble des business units, puisque l'IRD fait 11% de croissance, je reviendrai pour donner une explication, ainsi que le crédit à 12%, MSH 9%, il y a les assurances de personnes 8%, profession réglementée, un petit décalage, et donc ils sont même en légère baisse de 1%, et la Suisse croissance de 9%. Vous voyez que tout le monde contribue bien et pour afficher une croissance très intéressant de 9%. Si on regarde maintenant par rapport au budget, donc c'est la colonne du milieu, budget à fin mai 2022, nous aurions dû, si on suivait notre planning de marche, réaliser 369 millions. Vous voyez que nous sommes finalement en avance de plus de 5 millions sur notre budget. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que on a pris de l'avance. C'est toujours mieux de démarrer comme ça que de démarrer en retard et passer le reste de l'année à essayer de rattraper son retard. Donc, ça se déroule bien. Je n'ose pas toucher du bois parce que ça fait du bruit sur la micro, mais ça se déroule plutôt bien pour nous, aussi assis, le groupe, jusqu'à présent, avec d'un côté une croissance de 9%, croissance qui est légèrement supérieure à ce que nous avions mis au budget. Alors, une petite remarque, je vais la faire maintenant. Vous voyez que dans les grands contributeurs sur la croissance, vous avez l'IRD et vous avez le crédit. Et vous verrez quand on parlera du forecast que MSH est un peu en deçà de son budget. Nous sommes, nous, impactés par la crise, puisque l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions consécutives sur la Russie font que nous avons beaucoup moins d'expatriés. On en a plus en Ukraine et on en a très peu en Russie. Et le confinement que nous avons subi à Shanghai a généré des problèmes et du retard au niveau, enfin moins de têtes assurées en fait au niveau de la Chine. Et puis on voit aussi des gens qui partent de Hong Kong. Donc ce contexte mondial compliqué, instable, avec des guerres, nous impactent MSH et font que on est, on le verra dans un instant, un peu inférieur dans le prévisionnel au budget. Maintenant, ce contexte instable nous génère des revenus un peu supérieurs dans d'autres activités. Quand on va parler de l'IRD, sans concerner l'activité marine, nous faisons de l'assurance, donc du courtage en assurance sur des marchandises transportées. Et dans ces marchandises transportées, beaucoup notamment de matières premières. Quand le cours du blé prend 50%, le sous-jacent sur lequel l'assurance est prise prend 50%, donc la prime prend 50%, et comme nous sommes à la commission, nos revenus sur cette activité s'envolent avec. On a la même chose sur l'assurance des bâtiments, des navires, puisque compte tenu de l'environnement instable, du contexte de guerre, les primes de risque, notamment sur les navires, ce qu'on appelle les primes de risque de guerre, notamment, augmentent, et comme nos commissions sont assises sur les primes, nos commissions, nos revenus par commission augmentent. On a un peu un sentiment, quelque chose de similaire sur le crédit, puisque quand il y a plus d'inflation, le sous-jacent va augmenter. Si on est dans un environnement instable, on a plus peur que les entreprises fassent défaut et donc les assureurs augmentent les primes de risque. Et du coup, nos commissions, mécaniquement, vont augmenter. Pourquoi je prends un peu de temps pour vous dire ça? C'est tout le bénéfice que nous avons aujourd'hui d'être dans un grand groupe. On voit qu'on a un environnement difficile et qui aurait tendance à impacter, même si notre performance est vraiment bien, hein, MSH, mais en opposition, il y a d'autres activités qui, dans ce contexte, tirent leur épingle du jeu beaucoup mieux. Et on se rend compte que finalement, on a plusieurs moteurs et que dans les environnements un peu compliqués, c'est toujours bien, il y a un moteur qui marche plus qu'un autre et ça nous sécurise globalement. Alors que si nous n'étions un message que standalone, voilà, ça serait un petit peu différent.
Voilà ce que je voulais dire sur les résultats à date, à fin mai. Rapidement, si on va sur le prévisionnel, donc c'est la moitié à droite de l'écran, vous voyez, on a fait ce qu'on appelle le forecast numéro 1, donc le premier exercice de prévisionnel où on demande à l'ensemble des business units d'estimer ce que seront leurs revenus de l'année, fort de ce qu'ils ont vu sur les premiers 5 mois et de ce qu'ils attendent devant eux. Donc vous voyez qu'au global, nous nous attendions à réaliser 699 millions à peu près, un peu moins de 700 millions, et que nous prévoyons en fait plus de 701 millions. Et vous voyez dans la colonne orange, la dernière à droite, que nous avons un prévisionnel de 3 millions pratiquement supérieur à ce que nous avons au budget. Donc à nouveau, tout va bien. Probablement que les business units sont un petit peu conservatrices par rapport à l'effet fin mai. Et vous voyez que nous, on pense qu'on va être impacté un peu plus durablement. Et on est en dessous de 2 millions par rapport à notre budget, MSH. Maintenant, avec le contexte actuel, faire 10% de croissance, je trouve que c'est extrêmement bien. Et vous voyez qu'on prévoit globalement une croissance de 6% sur l'exercice 2022. On verra, il y aura un deuxième forecast qui se fera en septembre-octobre. On verra à ce moment-là où on en sera. Mais tout ça pour vous dire que ça se passe plutôt bien pour le groupe à fin mai et dans son prévisionnel. Et pour en terminer sur ce slide, en termes de profitabilité, on a des charges qui sont légèrement supérieures à ce que nous avions au budget, mais comme nous avons un chiffre d'affaires supérieur, nous sommes au budget en termes de profitabilité, voire même un petit peu mieux, mais pas autant que le chiffre d'affaires généré en plus. Voilà, ça c'était sur la partie groupe, DOCSI. Si on passe sur la slide suivante, on va parler un peu de notre actu MSH, avant de parler du commerce et ensuite des chiffres. Donc, simplement, dans notre actualité, vous l'avez vu, nous avons réalisé l'emménagement en format flex, qui existait déjà à Equinox, mais qui est nouveau pour les personnes de Season. Nous avons des collaborateurs qui ont rejoint Equinox et qui étaient à Season. Donc déjà, je voudrais tous et toutes vous remercier. C'est jamais facile quand on déménage, on est plus chez soi, on revient après, il y a encore des cartons, tout n'est pas complètement terminé. Donc je sais qu'il faut être un peu patient par moment et prendre son mal en patience justement. Mais donc un grand merci pour avoir suivi et réalisé les déménagements. On a eu pas mal de questions sur est-ce qu'au sein de Equinox, MSH, on doit faire des quartiers pour Presser Case Management, est-ce qu'on doit faire à Season un quartier pour le commerce, etc. On a eu des questions sur le lissage du télétravail, puisqu'on a côté MSH pas mal de gens qui prennent le vendredi ou le lundi. Est-ce qu'on doit mieux lisser pour assurer une présence mieux c'est important pour le flex au bureau. Ce que nous avons convenu en COMEX, c'est qu'on va se donner le temps de voir venir et que nous allons faire un retour d'expérience fin octobre, début novembre. Donc pour l'instant, on décide de ne pas faire de quartier, on décide de ne pas faire de lissage sur les temps, enfin les gens qui se mettent en journée de télétravail en fonction des journées qu'ils auront choisies. On va voir, on va attendre juillet, on va rentrer dans les vacances, donc je pense que ce n'est pas suffisant. Donc on va attendre d'avoir septembre et octobre. Et après, on fera un retour d'expérience. Donc on vous demandera également votre avis, ce que vous pensez, et on verra s'il y a lieu de faire des ajustements. Et donc pour l'instant, grosso modo, on ne change rien. Voilà, et puis vous voyez dans les photos, la navette, on me dit qu'elle est extrêmement pratique et très agréable, donc n'hésitez pas. Je trouve que c'est important qu'il y ait de la mobilité entre les gens d'Equinox et de Season et qu'on puisse se voir assez facilement maintenant qu'on est en flex et qu'on peut circuler entre les deux bureaux. Voilà pour cette partie-là. Sur le slide suivant, la dernière fois au dernier webinaire, on vous avait dit qu'il y avait Work in Progress sur le logo MSH. Donc j'ai le plaisir de vous montrer le logo MSH. Donc vous voyez celui général et il a deux options. Il a avec l'endossement groupe, donc ce qu'on appelle l'endossement, c'est ce que vous voyez en dessous, du OCSI Group, et sans l'endossement, puisque vous savez que nous travaillons avec des courtiers. Nous sommes en ce moment sur un appel d'offres avec Mercer. Donc, on va éviter d'aller mettre sous le nez de Mercer que nous sommes DioCSI Group. Et donc, on va prendre le logo MSH sans l'endossement. Mais parfois, on estime qu'il sera important de montrer notre appartenance au groupe pour certains clients, dans certains contextes, et on pourra le prendre avec l'endossement. Et puis, vous voyez les déclinaisons qu'on commence à réaliser pour les différentes régions du monde. Alors, on va faire ça tranquillement. On n'a pas des budgets énormes pour changer nos logos, donc on va le faire sur une durée assez longue. On va prioriser tout ce qui est digital, hein,
Internet, etc. On va après prioriser tout ce qui est commerce, documentation qu'on utilise pour le commerce, et puis après on fera le reste, sachant que pour les filiales, c'est pareil, on va voir avec elles comment avancer. Et puis dernier point, vous avez vu, on a droppé international, donc notre nom juridique et légal est un message international, donc c'est ce qu'on a sur notre papier en tête, c'est ce qu'on a sur nos signatures email, mais commercialement, on abandonne international, on trouve que ça fait un peu vintage, et on va s'appeler tout simplement MSH. Voilà sur cette partie-là. Également, la dernière fois, je vous avais parlé de l'individuel et du fait qu'on voulait faire de l'individuel un axe fort de développement. Je le redis, pour nous, l'individuel, ce qu'on appelle les produits packagés, on est sur des souscriptions qui sont faites avec des options, mais sur un produit un peu tout fait. Pareil pour les SME. Par opposition à quand on fait du corporate, on est sur du sur-mesure. Les produits packagés, donc l'individuel et les SME, sont un axe de développement. Ce marché est en croissance, ce marché est important, ce marché est rentable. Donc on veut s'y installer encore plus fortement et on veut en faire un axe de croissance important. Par rapport à ça, je crois que je vous avais parlé la dernière fois d'un plan de relance sur l'individuel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, les équipes de Fabrice vont aller voir un certain nombre de personnes au commerce, à la MOA, aux opérations, pour voir tous les leviers que nous pourrions activer pour améliorer la vente de produits en individuel et en SME. Et ils sont revenus avec 60 leviers, ce qui était beaucoup trop, on ne sait pas tout faire. Et donc, alors c'est très scientifique, c'est le graphe qui est à droite. On a regardé ce qui avait un fort impact sur le business, donc c'est ce qui est à droite de la droite rouge que vous voyez, verticale. Donc plus vous êtes vers la droite, plus l'impact business est important. On a regardé la facilité de mise en œuvre. Grosso modo, vous prenez la moitié, cette fois horizontale, et si vous êtes en dessous, c'est plus facile à réaliser que si vous êtes au-dessus. Et on a positionné les actions. Et évidemment, si l'action a un impact business fort et facile à réaliser, elle sera priorisée. Alors que si elle a un impact faible, elle est très coûteuse à mettre en œuvre, on ne la fera pas. Et puis, on a mesuré également, c'est la taille du cercle, l'impact sur la rentabilité. Si je prends un exemple, c'est facile à faire et ça a un fort impact business, augmenter les commissions des courtiers de 10% pour tous. En revanche, ça mangerait totalement notre rentabilité. Bien sûr, on ne le fera pas. Donc, on a mis ça comme facteur. Tout ça pour vous dire qu'avec ces pesées scientifiques, on a fait un certain nombre de réunions et on s'est mis d'accord sur 27 leviers d'action. Je ne vais pas vous les lister. Vous pouvez demander à Fabrice et aux équipes du commerce, mais je voudrais remercier tout le monde. Il y a un super boulot qui a été réalisé. On a priorisé suivant des axes que vous voyez et nous allons lancer ces actions dès à présent. Donc, il y en a qui sont à court terme, vous voyez ce qu'on appelle les quick wins. Puis il y en a qui vont prendre un petit peu plus de temps et d'autres encore plus parce qu'il y a un peu d'investissement. Mais nous allons y aller pour relancer l'activité sur les souscriptions individuelles et les SME. Et puis également, on va normalement lancer, alors il faut qu'on mette tout ça dans l'agenda informatique, le produit qui aujourd'hui est comme notre code Neo Tempo, où on est sur des expatriations, peut-être plus de primo-expatriants et de plus courte durée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a une actualité importante sur ceci avec une volonté d'aller de l'avant, de relancer l'existant et de sortir un nouveau produit. Si on continue dans notre actualité, vous avez vu, et je voulais peut-être vous en dire un mot parce que j'ai eu des questions, que nous avons annoncé récemment une évolution de la mission de Laurent Bonnotte. Donc, Laurent est le patron des opérations, il n'y a rien qui change par rapport à ça, mais en plus, il prend une mission de transformation des opérations. Alors, derrière ça, il y a deux choses qu'on veut faire. La première, et rappelez-vous, le premier webinaire, c'est Laurent qui est venu vous montrer toute l'analyse qu'on avait faite avec un cabinet sur l'expérience client et tout ce qu'on avait appris sur notamment les irritants des clients. Et donc, on a décidé avec Laurent de lancer une opération qu'il va diriger, une mission sur que doit-on faire pour transformer nos opérations. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'on a mis en place une organisation avec beaucoup de spécialisation et je ne la remets pas en cause. Chemin faisant, on a un client qui doit être au centre et peut-être que par moment, on l'a un peu moins mis au centre puisqu'on s'est passé peut-être des fois les ballons d'un service à un autre et qu'il faut qu'on repense la vision client et qu'on cherche à responsabiliser chacun pour qu'on puisse répondre globalement plus vite au client. Laurent a une expression que j'aime beaucoup, il dit il faut qu'on arrive à réhumaniser l'ensemble de nos services. Donc je pense qu'on a fait un super boulot pour mettre en œuvre nos plateformes, pour les organiser. Et maintenant, il faut, j'appelle ça le courant chaud, moi, mais il faut arriver à rendre ça encore plus humain pour que le client
se sentent bien au centre de toutes nos attentions, même si derrière, on a un modèle un peu plus industriel et qui a tous ses avantages. Donc voilà, il y a quelque chose à réaliser. Ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me disait on a encore un petit peu un décalage entre nos aspirations, ce qu'on dit aux clients qu'on va faire et ce qu'on est capable de délivrer. Tout l'enjeu de Laurent, c'est de réfléchir avec ses équipes. Il a déjà bien avancé sur les évolutions qu'on doit amener pour aller dans ce sens. La deuxième mission de Laurent, donc voilà, ça c'était la première, c'est de regarder tout ce qui se passe dans le monde entier sur les opérations, donc il prend un rôle beaucoup plus large, pour aller voir comment on peut aider Dubaï par rapport aux plateformes opérations qui sont notamment à Dubaï. Il a commencé à travailler avec le Canada sur un certain nombre de projets. On avait hier nos amis allemands qui ont besoin d'aide et de support, notamment sur la partie CLEMS. Donc Laurent va regarder un peu partout dans le monde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut importer? Est-ce qu'on peut apporter nos bonnes pratiques, exporter pardon, nos bonnes pratiques? Voilà, comment on peut apprendre? On a des modèles différents ici et là, des uns et des autres pour homogénéiser un peu plus et bénéficier du know-how qu'on a tous collectivement. Voilà, et puis j'ai indiqué quand même, puisque voilà, pendant les travaux, les ventes continuent, et bien sûr, Laurent est toujours le patron des opérations et le travail au quotidien et tout ce qu'on fait ne s'arrête pas pour autant. Pour aider Laurent, parce que voilà, ça va lui prendre du temps de mener assez bien cette mission, avec Laurent, on a choisi de faire venir Doua sur Paris. Donc Doua aujourd'hui est la patronne des opérations de Tunis. Je suis ravi de ce mouvement qui illustre aussi ce qu'on veut faire, c'est créer plus de mobilité au niveau du groupe. Si des Français veulent aller à l'étranger ou des gens de l'étranger veulent venir en France ou même ailleurs, hein, je pense qu'il faut l'encourager. C'est la cross-fertilisation. Je suis ravi donc de cette évolution de carrière pour Doua, qui va être la numéro 2 des opérations sur Paris, tout en gardant la responsabilité des opérations de Tunis. Donc c'est un peu compliqué, Tunis techniquement dépend de Dubaï, et donc Doua aura double casquette, elle reste la patronne de Tunis, elle se fera épauler sur place par JN qui va monter en puissance, et l'ensemble des équipes que Doua a créées, hein, on est passé de 0 à 200 personnes en 3 ans, et bien maintenant il est temps que l'ensemble de l'encadrement monte un peu en puissance, notamment JN qui appuiera localement Doua qui sera sur Paris. Donc je pense que Doua arrive vraiment totalement en octobre à Paris. Elle va faire des navettes en attendant. Et même quand elle sera à Paris, elle sera aussi régulièrement à Tunis, puisque ça sera dans sa zone de responsabilité. Voilà, et puis le dernier point que je voulais faire, c'était remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur Accor. Vous savez que moi, j'ai un job qui n'est pas toujours sympa, dans le sens où quand un client m'appelle ou un courtier m'appelle, c'est pour gueuler, pour me dire qu'il y a des trucs qui ne vont pas, qu'il y a des choses qui... Voilà. Moi, on me parle plus des trains qui n'arrivent pas à l'heure que des trains qui arrivent à l'heure. J'ai déjeuné avec le RH d'Accor il y a quelques temps, et il m'a dit, j'ai entendu rien de passer sur la mise en œuvre des programmes Accor expatriés par MSH, alors que le tenant Colonna n'a rien fait pour nous aider et que le programme d'accord est assez compliqué en fait, hein, il y a eu un énorme boulot. Donc je voulais vraiment remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur le client Accor parce que vous avez fait un super boulot. Je sais que le programme était ultra sur mesure et assez compliqué. Donc je parle des gens des opérations, je parle des gens à l'informatique, je parle des gens à MOA, je parle des gens en commerce, je dois en oublier une personne, donc l'ensemble qui ont bossé. Et j'en profite. J'avais dit 2 fois, donc je le redis une 3e fois, puis j'espère que je serai écouté. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à célébrer nos succès. Je trouve que Accor, c'est un très beau succès. Donc moi, voilà, je souhaite que, c'est pas grand-chose, mais on aille, j'ai vu qu'il y avait de très belles terrasses, je crois au 6e à Equinox, qu'on boive tous les gens qui ont contribué à faire de la mise en œuvre d'Accor un succès. On se retrouve, on boive un coup, et puis voilà, ça, on apprend à faire connaissance. Moi, je n'ai pas la chance de connaître encore tout le monde, mais et qu'on célèbre aussi un peu nos succès, et c'en est un. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé sur l'actualité. Avant de passer la parole à Laurent sur la partie commerce, je crois que Zoé a un quiz pour vous. Il faut que je Alors, lise, vous lisez? À Fabrice? alors bon, ça apparaît à l'écran hein, normalement pour tout le monde. Euh, donc, si Zoé me confirme bien que les réponses sont bien enregistrées, pendant ce temps-là, on va peut-être prendre une petite question pour toi, Fred. Donc, il y avait une question qui était de savoir si la cible des souscriptions individuelles était la France ou également l'international.
Bah, si tu veux répondre, c'est tout. La question, c'est, bah, nos gens sont en France, mais si c'est un courtier au Mexique, hein, parce que c'est un exemple Oui, présent, on le prend. Hein. oui. Ok. Donc, je ne sais pas si ça Y répond a- à la question. Pardon, enfin, J'ai mal entendu la question, je suis désolé. il dormait un petit peu En là. fait, non, mais moi, midi, j'ai pas été d'accord. la question, c'était de savoir si la cible des souscriptions individuelles était la France ou également l'ensemble de l'international. Non, non, c'est l'ensemble de l'international, effectivement. On a aujourd'hui dans le portefeuille à peu près 2 tiers de Français. Euh, donc, on a une part non négligeable d'étrangers en portefeuille. Et que ce soit en direct ou via le courtage, on a effectivement des leads qui arrivent de partout. Donc, non, non, on ne se limite absolument pas aux Français, pardon. Voilà, simplement, si c'était Ok. quelqu'un à Singapour qui voulait un produit compliant de Singapour, on ne l'a pas encore. C'est la seule limite. Ok. On va également prendre une question. Enfin, il y a des questions sur les accords sur le temps de travail. Donc, est-ce vrai que tous les membres d'une équipe sont obligés de tous venir au bureau au moins une fois par semaine? Alors, peut-être qu'on va la Donc, garder pour j'imagine. Enfin, Isabelle, mais oui, puisque les accords, c'est entre 2 et 3 jours de télétravail. Donc, c'est pas une journée par semaine, c'est 2 jours ou alors, 3 jours par semaine pour venir bosser. Ou là, j'ai pas compris la question. alors, si j'ai bien compris le sens de la question, je pense que c'est plutôt est-ce que tous les membres de l'équipe sont obligés d'être réunis tous ensemble une fois par semaine? C'est vraiment la responsabilité du manager. Je sais qu'il y a des équipes et côté Dio, ils avaient donné un nom, ils appelaient ça le Anchor Day, le jour encre, euh, où ils disaient les gens d'une équipe, on se voit le mardi ou le lundi et toute l'équipe se voyait. L'idée est assez séduisante puisque ça permet d'être sûr de se voir tous une fois par semaine. Après, ça dépend des métiers des uns et des autres, ça dépend des besoins. Des fois, on peut faire des réunions manager et le patron alors, sous réserve, quand même, il y a le Covid qui redémarre, donc il faut qu'on fasse un peu gaffe. Hein. Mais voilà, le patron peut vouloir les avoir en présentiel, et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est laisser un petit peu à la responsabilité de chacun. Mais l'idée est assez bonne, je trouve, de s'assurer qu'on se voit tous. Alors, est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois tous les 15 jours? Est-ce que c'est une fois par mois? Mais à titre d'exemple, le COMEX, on le fait beaucoup en WebEx, mais une fois de temps en temps, on se le fait en présentiel. La prochaine fois, je crois qu'il est en présentiel. Parce qu'on aime bien se voir aussi, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à Ok. la question, mais ce n'est pas, Alors, c'est il pas y une aura d'autres obligation questions. inscrite dans les règles MSH ou les règles du groupe. Il y aura d'autres questions sur le temps de travail, mais on les prendra peut-être tout à l'heure quand on aura Isabelle. Entre-temps, on a eu les résultats du sondage. Je ne sais pas si tu veux les commenter, Fred. Donc, je suis déçu parce que pâté, saucisson et camembert n'a pas tellement marché. Donc, c'est bien protection sociale et conseil. Alors, il y a un petit piège parce que si vous tapez PSC sur Google, vous trouverez protection sociale complémentaire. Mais chez Diociasi, c'est protection sociale et conseil. Donc, c'est santé, prévoyance, retraite, d'ailleurs, retraite à l'international inclus, et tout le conseil avec Myriam El Raoui. Et puis la mission de transformation, bon, bah, ça va, c'est ni Jean-Pierre Foucault ni Guillaume Desbarres, mais je vois que ceux qui ont répondu ont bien répondu. Elle est confiée à Laurent Bonnotte. Et donc, bravo à Laurent pour cette évolution. Et je souhaite ardemment, et nous tous, qu'il réussisse, c'est-à-dire qu'on transformera nos opérations et qu'en plus, on apprendra encore mieux des autres et eux de nous, et qu'on sera encore meilleurs collectivement. Ok, Et merci ben, du beaucoup. coup, Laurent, un petit mot sur le commerce? Allez, voilà. Alors, avant de démarrer ma slide, je voudrais, pour ceux qui me connaissent, une petite boutade. Je voudrais faire un petit coucou. Je te rassure, c'est pas mon tonton Matata, c'est pas l'école des fans de Jacques Martin. C'est un coucou à Julia Roderer qui s'est connectée aujourd'hui. Donc, voilà, Julia, on pense bien à toi et on espère te revoir bientôt. Voilà, donc un petit point d'étape commercial donc au mois de juillet. Pour vous dire, et mes équipes le constatent, qu'il y a quand même une dynamique assez forte sur le marché des organisations internationales et des ONG. Donc on a pas mal de dossiers en cours, d'appels d'offres qu'on a déjà rendus ou qui sont sur le point d'être déposés. Donc on a cité les principaux, donc UNOPS, Banque africaine, le MOFA Irak, VSO, une ONG en Angleterre, la BI sur les bilans de santé. Donc ces dossiers sont encore ouverts, mais ne perdons pas de vue que nos concurrents ne se laissent pas faire, même si certains disent qu'un tel est en perte de vitesse.
Il semblerait qu'Ener ait gagné le Fonds de stabilité européen, ESM étant l'acronyme anglais, donc à ne jamais sous-estimer. Et on constate également une vraie difficulté à se faire accompagner par un assureur. C'est un marché très particulier qui franchement intéresse assez peu d'acteurs aujourd'hui et les grands acteurs ont des solutions intégrées. Donc vont plutôt avoir tendance à faire son nom. Et donc nous avons beaucoup misé sur AXA qui, il faut bien le reconnaître, a tendance parfois à nous faire faux bon ou à mettre en avant des raisons X ou Y pour justifier un refus de nous accompagner. Donc pas facile, mais il y a une dynamique. Et ma foi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et on verra là encore en début d'année prochaine ce qu'on aura réussi à rentrer ou pas. On s'en sort pas si mal que ça jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que tous ensemble, on n'arrive pas à faire quelques beaux dossiers. Le marché est par contre beaucoup plus calme en corporate. Donc là, on a, et je l'avais déjà dit, me semble-t-il, au premier webinaire, trop peu de prospects qualifiés et chauds. Hein. Alors, c'est certes pas facile, on a une grosse part de marché en France, là on se limite à une audience française, mais on se doit, malgré tout, de constituer un pipe. On a vu les chiffres 2022, mais le travail qu'on fait maintenant, c'est 2023 qu'on est en train de construire. Donc il faut vraiment se retrousser les manches et essayer de labourer un petit peu le terrain, passez-moi l'expression, pour constituer du pipe et être là le jour où il y a un problème avec le tenant, le jour où les règles de compliance font qu'on appelle d'offshore, il faut être identifié. On a eu des exemples comme Renault-Nissan qu'on a prospecté pendant 10 ans, et un jour, on a enfin gagné ce dossier. Donc soyez persévérants, on sait que ce n'est pas facile, mais on a le devoir d'essayer. Sur les offres packagées, donc la bonne nouvelle là, des dernières semaines, c'est qu'on observe quand même une production en nette hausse en individuel sur les mois de mai et juin. Donc vous avez sous les yeux les chiffres de production nouvelle arrêtés à fin juin 2021 et 2022. Donc vous voyez qu'on a à peu près 50 000 euros de plus. Donc bravo à toutes les équipes. Hein. Dans un contexte où il y a une baisse continue du start, donc le produit IPMA, il marche vraiment bien, que ce soit le direct comme la distribution d'ailleurs. Et Fred en a parlé, des décisions ont été prises pour booster cette activité, qui est vraiment une activité rentable pour nous et sur lequel on sait que des grands concurrents ont des parts de marché très importantes. Donc aucun doute que nous pouvons grandement progresser et faire croître notre chiffre d'affaires sur cette offre First Relay. Côté SMEs, l'activité est un peu plus difficile hein, et nous amène à nous questionner un petit peu sur le produit et les services associés. On a eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre d'entre vous. Et je pense qu'à la rentrée, nous devrons conduire le même exercice que celui que nous avons fait sur l'IPMI pour comprendre pourquoi, effectivement, il y a des difficultés à vendre, à servir les clients ou à garder des clients. Donc ce sera sans doute un chantier pour l'automne. Au-delà de la prospection corporate ou OI, vous savez aussi qu'on a un portefeuille en gestion pour compte qui est significatif. Donc là, on a deux très gros prospects, cibles intéressantes, une au Benelux, une en Afrique de l'Est, que je ne citerai pas parce que nous sommes sous NDA, mais on parle de portefeuilles de primes qui sont de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros. Ne t'emballe pas, Fred, j'ai bien dit primes, pas commission. Après, il m'augmente mes objectifs. Ça ne va pas. Donc là encore, on a bon espoir de pouvoir percer et continuer aussi à développer ce segment. Les deux derniers points de ma slide concernent vraiment les comptes en défense à surveiller. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu ou qu'on vit peut-être encore une période un peu chahutée pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas y revenir. Il est fort probable que Decathlon, notamment, qu'on avait cité comme à risque, nous quitte. Je dis fort probable, ce n'est pas encore acté. Donc il faut être vigilant sur la défense du portefeuille. Et on va également avec les équipes, et on a commencé d'ailleurs sur les gammes de produits individuels comme collectifs, à travailler sur la rentabilité, que ce soit la rentabilité technique pour nos assureurs, comme la nôtre, bien évidemment. Donc on a des objectifs sur ces critères-là de rentabilité. On a également des objectifs de saturation du portefeuille, puisque quand la conquête est difficile, essayons de saturer nos clients. On a parlé offre bilan de santé, me semble-t-il, lors d'un webinaire précédent. Donc, on a une panel d'offres, une panel de produits, séduisants pour nos clients. Et ce sont des choses que nous devons continuer à pousser si on veut continuer sur la dynamique de croissance que nous avons toujours eu la chance d'observer chez MSH. J'en ai terminé pour ma seule slide. J'avais dit que j'interviendrais. Merci Laurent. Je ne sais pas s'il y a des questions, Fabrice.
Moi, je me On disais, prendra les questions un petit peu plus tard si c'est possible parce qu'on a pris un peu de retard D'accord. par rapport au timing. Ah, ok, on accélère. Désolé. Bah, du coup, Bordine, voilà, les chiffres et le message. Bonjour à tous. Donc, je vous avais laissé lors du dernier webinaire au mois d'avril avec des premières tendances sur 2022. Donc, ce que vous voyez sur cette slide, évidemment, c'est la confirmation des tendances de début d'année avec voilà, le réalisé à fin mai. Donc, vous voyez la colonne du milieu, donc toujours en chiffre d'affaires, la performance globale des messages par zone géographique. Je ne vais pas commenter chaque chiffre, voilà, chacun pourra les examiner à loisir. Mais ce qui est intéressant de noter, un peu en miroir de ce que nous a dit Fred tout à l'heure, c'est que voilà, on voit à fin mai que au global, toutes entités confondues, on arrive à peu près encore à coller au budget. C'est ce que vous voyez avec les moins 0,4%, très légèrement en deçà. Mais on voit surtout qu'on a des performances quand même très disparates entre les entités. Oui, vous voyez quand même des grands écarts. Je vais y revenir rapidement après. Voilà, avec grosso modo la France et la Chine qui arrivent à peu près à coller au budget, un petit peu en dessous. Performance canadienne, bravo Guillaume, tu nous en diras plus tout à l'heure, plutôt très positif sur le début de l'année. Et puis voilà, Singapour qui confirme une tendance décevante depuis le début de l'année. Donc voilà, on a des performances très disparates dans un contexte global, tu l'as dit Fred, qui est globalement difficile. Ça, c'est pour quand on se compare au budget. Ça va mieux quand on se compare à l'année dernière. Et là, effectivement, on voit que voilà, malgré un contexte difficile, par rapport au réalisé à fin mai 2021, on a une performance globale tout à fait de croissance, tout à fait honorable sur le chiffre d'affaires. Slide suivante. Bon, je ne vais pas répéter, mais effectivement, vous savez, on a un contexte qui nous impacte quand même assez fortement et on est un peu à contre-courant, voilà, ce qui n'est pas vraiment aisé, avec trois facteurs importants. Donc, des zones géographiques comme la Chine et Singapour qui ont été de nouveau refrappées par le Covid, ils sont retournés avec le confinement, si je puis dire. Un Covid long, peut-être, enfin, ce qu'on peut qualifier de Covid long pour d'autres zones, notamment la France, puisque post-Covid, on a des schémas de mobilité qui sont quand même impactés, à la fois pour des raisons économiques, budgétaires, et puis aussi globalement sociétales. La mobilité n'est plus tout à fait la même post-Covid. Et puis, voilà, l'irruption de la guerre au cœur de l'Europe et les tensions inflationnistes, les tensions sur l'offre qui s'en suivent. Donc voilà, assez rapidement, donc on voit, pour que vous ayez, je dirais, l'image de chaque filiale, donc on a le Canada et l'Allemagne qui font mieux qu'au budget, en particulier le Canada, grâce à la mobilité des étudiants qui a bien repris post-Covid. La Chine, ce qui est, je veux dire, quand même un sujet de préoccupation par rapport à l'année dernière à la même date, voilà, qui a souffert d'un confinement strict, qui a gelé son activité. On n'a pas de certitude aujourd'hui qu'on puisse rattraper. Voilà, on l'espère, mais les mois prochains vont être assez critiques. Et voilà, les difficultés qui se confirment pour notre entité à Singapour, qui souffre aussi du non-retour des expatriés et d'une plus grande difficulté à conforter les affaires nouvelles. Pour Dubaï, c'est un petit peu la même histoire qu'au mois d'avril. Voilà, on a un début d'année correct, mais des prochains mois assez critiques. Vous savez que notre filiale à Dubaï a une part importante de son chiffre d'affaires qui est liée au secteur pétrolier en Libye et que là aussi, dû à plus une instabilité politique que le Covid cette année, c'est un peu sous le couvercle et avec une assez grande incertitude. Donc ça, c'était pour je dirais, quand on regarde en arrière. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tenant compte de ce qui s'est passé sur les 5 premiers mois de l'année, donc Fred, tu l'as dit, au niveau du groupe, on construit une projection qui s'appelle le forecast. Donc, pour MSH, on a fait cet exercice de réévaluer nos objectifs de chiffre d'affaires, donc nos cibles. C'est ce que vous voyez dans la colonne tout à droite, forecast 1. Donc, au global, on pense, voilà, enfin, au vu de ce qui s'est passé les 5 premiers mois, voilà, on pourrait être légèrement en dessous du budget 2022. On va essayer de contenir
cette petite baisse. Vous avez le détail des effets qu'on peut escompter dans la slide, notamment sur la France, je vais y revenir juste après, mais y compris donc sur Singapour, la Chine liée au confinement, mais du positif sur le Canada. Donc là aussi, un peu comme ce qu'on a vu au niveau du groupe, au niveau des MSH, le fait d'avoir plusieurs entités qui vont ne pas évoluer exactement dans le même contexte, bah, ça peut nous aider, voilà, avec des locomotives et puis d'autres BU qui peuvent un peu plus souffrir que d'autres. Mais c'est vrai que par rapport à 2021, voilà, globalement tous sous contrainte liées voilà, au contexte économique et politique international qui n'est pas porteur. Donc voilà, forecast au global avec quand même un petit risque d'être un peu en deçà du budget. Là, on est parti sur 2 millions en moins de chiffre d'affaires, mais l'année n'est pas finie. Évidemment, il faudra tout faire pour maintenir le cap. C'est sur la partie chiffre d'affaires. Je ne vous parle pas du résultat net ici, qui est bien sûr après en tenant compte de nos dépenses, mais bien entendu, dans un contexte assez contraint, on va apporter une attention encore plus grande pour contenir nos dépenses, nos charges, voilà, pour que notre marge soit préservée. Et je vais juste terminer avec 2 mots sur la France. Zoé. Donc, il y a juste une reprise des 2 chiffres. Donc, pour le chiffre d'affaires de la France pour 2022, donc le budget 2022, on a prévu plus de 36 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, voilà, qui se répartit donc évidemment en grande partie sur la partie corporate et OI et l'individuel. Vous voyez ici, et je le redis, parce qu'on défalque, on enlève du chiffre d'affaires France, on présente un chiffre d'affaires net sans les rétrocessions filiales sur les rémunérations que nous donnons, que nous octroyons à nos filiales régionales. Donc, c'est le budget net qui était prévu pour 2022. Donc, on voit pour le forecast, on escompte 2 impacts négatifs. On avait un budget 2022 qui tablait sur une forte reprise des effectifs, une forte reprise post-Covid qui ne se réalise pas. Donc, c'est ce que vous voyez avec un effet de moins 400 000 euros. Et puis, le conflit Russie-Ukraine à nos portes qui est impactant voilà, par rapport à des entreprises qui sont nos clients qui prestent dans ces pays, par rapport à des mobilités qui ne se font pas. Donc là, on a un effet qu'on peut déjà mesurer, mais bien sûr à signaler, comme l'a dit Laurent à l'instant, très bonne performance de l'individuel. Voilà, tout ça mis bout à bout vous donne une réestimation de notre chiffre d'affaires 2022 au jour d'aujourd'hui à plutôt 35 millions. Mais encore une fois, l'année n'est pas finie. On aura un forecast 2 dans très peu de temps après la rentrée cet automne. Voilà. Super, merci Amandine. Je ne sais pas, Fabrice, alors je n'ai pas trop suivi, on était en termes de timing, mais si tu as reçu des questions par rapport à la partie chiffres. Voilà, donc un peu impacté. Pas de questions spécifiques sur la partie chiffres. Il y aura 2-3 questions sur la partie RH qu'on traitera, je pense, après avec Isabelle. Il y avait une question en revanche qui était posée plutôt pour Laurent sur le fait de savoir quand est-ce qu'on va commencer à parler des revalos des gammes standards Préventaire à SFE. Alors, on a commencé, puisqu'on a eu une réunion lundi sur les gammes standards collectives et semaine dernière sur l'individuel. Donc, on prépare le terrain là en interne avec la direction technique, hein, avec Patrick et Omar. Donc, le travail a commencé. Merci Laurent. On va passer la parole, je pense, à Guillaume. Eh bien, hello, bonjour, comme disent les Canadiens. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de démarrer un peu ce tour du monde des entités MSH. Et on va démarrer effectivement par une introduction de MSH Amérique, que vous nous connaissiez un petit peu mieux. Alors, vous allez peut-être remarquer que j'ai pas un accent québécois lorsque je parle français. Eh bien, c'est tout simplement parce que je ne suis pas québécois, je suis bien français, même si j'habite en Amérique du Nord depuis une vingtaine d'années maintenant. Zoé, on va passer au suivant. Alors, juste pour me présenter très brièvement, je suis donc directeur général de MSH Amérique. J'ai rejoint le groupe MSH fin 2019 après un parcours professionnel où j'ai travaillé dans l'assistance médicale pour un groupe français pendant de nombreuses années et puis pour un groupe anglo-américain dans l'assurance santé internationale. J'ai été moi-même expatrié
et ou vécu et ou étudié dans différents pays. Et donc, un dernier point, j'ai été pendant très longtemps client direct de MSH. Donc, je suis particulièrement attentif à la qualité de nos produits et de nos services, puisque j'en étais le bénéficiaire ainsi que ma famille. Maintenant, je me suis présenté. Je voulais vous présenter aussi un certain nombre de vos collègues nord-américains. Donc, on va vous montrer une petite vidéo qui a été faite par nos collègues du Canada. C'est rapide. C'était une très brève introduction. Là, vous découvrez en fait un certain nombre de... Donc ça, c'est nos bureaux de Toronto. On est en plein centre-ville de Toronto. Et vous découvrez un certain nombre de nos collaborateurs. On a environ aujourd'hui 200 salariés au Canada. À peu près la moitié qui se trouve sur Toronto et l'autre moitié sur nos locaux de Calgary. Alors, ce que vous pouvez voir au travers de ces quelques images, eh bien, c'est à quel point on a une équipe multiculturelle pour MSH America, qui reflète bien en fait la société canadienne, qui est vraiment une terre d'immigration. On a des gens qui viennent de partout. Et c'est une superbe opportunité pour nous parce que ça nous permet effectivement de trouver des profils de gens qui parlent des langues étrangères, mais aussi des gens qui ont vécu de la mobilité internationale eux-mêmes et qui du coup ont une meilleure empathie pour nos clients lorsqu'ils nous appellent. Donc, je disais à l'instant on a deux bureaux principaux, Toronto et Calgary. Eh bien, vous allez me dire, pourquoi deux bureaux? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on a un bureau historique, MSH, qui est celui de Calgary, dont je vous parlerai dans quelques secondes. Et puis, on a un bureau plus récent, qui est le fruit d'une acquisition, qui est celui de Toronto, sachant que le groupe avait acquis une société en 2017, qui était basée à Toronto. Alors, aujourd'hui, la plupart de nos collaborateurs sont soit sur Toronto, soit sur Calgary, mais on a aussi des collaborateurs, principalement nos commerciaux, qui, eux, sont répartis sur l'ensemble du territoire canadien. Parce que n'oublions pas que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde, fun fact, en termes de superficie. Et donc, du coup, on a des commerciaux qui sont à Montréal, à Vancouver, à Toronto, à Ottawa, à Calgary, pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, lorsqu'on parle de Toronto, eh bien, il y a les deux sociétés depuis l'acquisition ont été globalement fusionnées pour tout ce qui est fonction support, mais chacune et chaque bureau a gardé une certaine spécificité business. Alors, lorsqu'on parle de Toronto, eh bien, c'est surtout un focus métier qui est sur les étudiants, dont je vous parlerai un peu plus tard, et autour du voyage, des déplacements de mobilité individuelle et de groupe, plutôt type travel. On retrouve sur Toronto l'ensemble des fonctions auxquelles vous êtes habitués, qui vont effectivement du service, assistance, gestion des claims, et l'ensemble des fonctions support, RH, commercial, marketing, légal, finance, IT, etc. Lorsqu'on parle de Calgary, notre deuxième bureau, qui est le slide suivant, donc comme dit, c'est le siège historique et c'est probablement l'entité que vous, collaborateurs MSH France, connaissez le mieux, puisque c'est la plus ancienne d'une part, mais surtout, c'est un copier-coller, je dirais, de l'organisation telle que vous la connaissez en France. On utilise les mêmes outils, on a la même organisation, alors que Toronto a effectivement des outils informatiques, des process qui sont parfois un petit peu différents. Donc, depuis Calgary, c'est là où on a un focus sur les métiers MSH plus traditionnels, les expats, que ça soit d'ailleurs des expats de sociétés françaises, clientes de MSH France, que nous accompagnons lorsqu'ils sont dans les Amériques, mais aussi des expats de sociétés canadiennes ou nord-américaines qui envoient des expats dans le reste du monde. Et enfin, des expatriés individuels
où nous offrons effectivement soit des produits groupes, et donc je serais particulièrement intéressé par le résultat des courses sur l'étude qui est menée en ce moment des produits individuels. Donc on offre effectivement des produits groupes type First Expat, mais aussi des produits qui ont été développés en local, notamment un qui s'appelle Live Expat, qui a été développé pour répondre aux besoins du marché nord-américain notamment. Je vous invite peut-être maintenant, en revenant sur, alors on parle de nos deux bureaux, je vous invite à un petit quiz. Tout d'abord sur Toronto, fun fact, grosse métropole, grosse activité culturelle, notamment beaucoup de musiciens. Alors j'avais une question pour les amateurs de rap. Qui parmi ces rappeurs internationalement connus, je précise, est originaire de Toronto et habite toujours d'ailleurs à Toronto? Est-ce que c'est Kanye West? Est-ce que c'est Drake? Ou est-ce que c'est Jul? Je vous laisse répondre. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup d'aficionados du rap ou de grands connaisseurs, ou si je vois beaucoup de gens se gratter la tête en ce moment. L'OM n'est pas un rappeur. Qu'est-ce qu'il y a? Zoé, je pense que tu vas pouvoir révéler les résultats de ce sondage dont on attend impatiemment les résultats. Eh bien, je suis, oh là là, impressionné par la culture musicale du groupe. Alors, pour ceux qui ont répondu Jul, désolé, mais la notoriété de Jul n'est pas encore sortie des frontières françaises, donc non, c'est pas lui. C'est bien Drake. Drake est de Toronto et le rappelle régulièrement. Eh bien, alors, j'ai un autre quiz sur votre connaissance calgarienne ce coup-ci. Quel est le surnom de la ville de Calgary? Est-ce que c'est Stampede City? Est-ce que c'est Oil Town ou est-ce que c'est Cowtown? Je vous laisse répondre. Là, on a un peu monté le On va niveau, hein. voir. Pardon? On a un peu monté le niveau là. Ah ouais, là, ça devient plus compliqué. C'est Je suis mieux que pâté d'accord, ça saucisson devient plus avec compliqué. Je peux dire ça, Thierry Bachy. Là, à part les experts ou les gens qui ont de la chance lorsqu'ils ils jouent au tiercé. Allez, on laisse encore 5 secondes, Zoé, puis on va révéler les résultats. Alors, Toronto, titre de rappel géographique, est au milieu du pays, au bord des Grands Lacs, alors que Calgary est à l'ouest, au pied des Rocheuses. Et alors, eh bien, c'était une... Ouh là là, je suis impressionné à nouveau. Parce que c'était une question piège. Il y a deux bonnes réponses. Eh bien, ça n'est pas Oil Town, ça aurait pu l'être, parce qu'effectivement, la production de pétrole, de gaz est principalement concentrée dans l'Alberta, qui est la province autour de Calgary. Mais ça n'est pas Oil Town. Le nickname ou le surnom de Calgary, c'est les deux, c'est Stampede City et Cowtown. Cowtown, tout simplement parce que l'Ouest canadien, c'est des grandes prairies avec l'élevage, les bœufs, etc. Et Stampede City, c'est effectivement aussi un des surnoms de Calgary. D'ailleurs, ça démarre la semaine prochaine. Alors, le Stampede, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui est un mélange entre la fête de l'agriculture, mais surtout, c'est le plus grand rodéo du monde. Donc, pour les amoureux du rodéo et de toutes les activités qui vont autour du rodéo, vous devez venir à Calgary en juillet. Voilà, j'ai fait mon pitch touristique. Je vous suggère de continuer sur l'activité et vous allez me dire, pour l'instant, de ce qu'on en voit, l'activité de MSH America, finalement, tant en termes d'organisation que de business, c'est pas très différent de ce qu'on connaît à MSH France. Effectivement, on est un groupe avec des activités très similaires, mais il y a quand même des spécificités.
et je voulais attirer votre attention sur des caractéristiques de notre activité américaine. Alors tout d'abord, c'est les secteurs d'activité où nous sommes présents dans tout. Alors il y a vraiment une culture, et l'acquisition y a contribué, d'être ce qu'on appelle un one-stop shop, où tous les besoins de la mobilité sont couverts par MSH Amérique, que ce soit les étudiants, les expatriés, mais l'ensemble des déplacements individuels. Donc on couvre les voyageurs de courte durée qui rentrent au Canada ou qui en sortent. Les Canadiens sont des grands voyageurs, notamment pendant l'hiver où ils ont besoin d'aller trouver un peu de soleil. Euh, Ensuite, sur les fonctions, sur le slide suivant, Zoé, peut-être quelques caractéristiques américaines. On a vraiment une intégration verticale des services. On fait tout nous-mêmes, notamment la partie assistance. Alors, je sais que MSH France externalise l'assistance médicale auprès de compagnies spécialisées. Nous avons à MSH Amérique notre propre unité d'assistance en interne qui répond H24 de manière multilingue. Une autre spécificité de service, c'est que comme MSH France, nous ne sommes pas assureurs, mais nous sommes ce qu'on appelle un Managing General Underwriter, où nous développons les produits. Nous allons évidemment les distribuer et les servir, mais nous faisons aussi le prix de ces produits, puisque nous sommes et nous avons une équipe d'underwriting qui travaille principalement avec Lloyd's, où Lloyd's nous donne l'autorité de définir les prix des différents produits assurantiels que nous offrons sur le marché. Nous travaillons ensuite avec d'autres assureurs, comme peut le faire MSH France, mais c'est une spécificité, notre capacité à faire le prix assurantiel. Et une dernière spécificité opérationnelle, c'est que nous avons un réseau médical au Canada qui est extrêmement dense et développé parce que nous couvrons beaucoup de gens qui viennent au Canada, notamment les étudiants, et on a nécessité d'avoir ce réseau très dense. Je voulais maintenant attirer votre attention, Zoé, sur le slide suivant, qui sont vraiment, vous allez dire, OK, c'est différent, mais ce n'est pas très différent des MSH France. C'est vrai, mais là, ça va être assez différent. Je voulais souligner 3 business que nous servons depuis MSH America, qui sont très spécifiques et qu'on ne retrouve pas dans d'autres sociétés du groupe. Le premier, c'est ce qu'on appelle notre gamme de produits Study Insured. Ce sont les produits qu'on offre à la clientèle étudiante. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous et ou vos enfants ont étudié à l'étranger dans le cadre d'Erasmus ou autre, mais aujourd'hui, vous avez presque 5 millions d'étudiants internationaux qui décident d'aller étudier à l'étranger, que ce soit pour un semestre, pour une année ou pour une scolarité complète. Et MSH Amérique couvre ces étudiants internationaux. Alors, aujourd'hui, dans ces presque 5 millions d'étudiants internationaux, la destination numéro 1, c'est les États-Unis, où près d'1 million d'étudiants se rendent. Mais en numéro 2, eh bien, ce sont l'Angleterre et le Canada qui sont sur la deuxième marche du podium et qui attirent énormément d'étudiants étrangers. Lorsqu'on parle d'étudiants étrangers, en fait, on a 3 types d'étudiants que l'on couvre. Alors, soit des étudiants universitaires qui viennent pour des études supérieures au Canada dans une fac nord-américaine. Ça peut être des gens qui viennent pour une période de plus courte durée pour apprendre l'anglais, notamment, et qui viennent pendant quelques semaines, quelques mois. Mais ça peut aussi être, et c'est le cœur de notre offre, des élèves. Et quand je parle d'élèves, je parle de lycéens, voire même de collégiens qui viennent au Canada pour faire leur scolarité. Et alors, souvent, ce sont des élèves qui viennent dans une école canadienne, qu'elle soit publique ou privée, et qui généralement sont dans une famille d'accueil pendant la durée de leur scolarité. Alors, d'où viennent ces études? Vous allez me dire, oula, envoyer un collégien ou un lycéen? Eh bien oui, culturellement, il y a beaucoup, notamment d'Asiatiques, Chinois, Coréens, Vietnamiens,
qui envoient effectivement leurs enfants étudier au Canada pour le lycée, avec l'idée que derrière, ils resteront au Canada et feront des études supérieures et deviendront éventuellement citoyens canadiens. Donc, nous couvrons ces populations étudiantes, qu'elles soient collégiennes, lycéennes ou universitaires, lorsqu'elles sont au Canada pour leur couverture santé. En termes de santé, nous parlons d'une population jeune, donc généralement en très bonne santé, mais vous avez effectivement des blessures d'activité sportive, de la bobologie habituelle, mais aussi, malheureusement, avec une croissance ces 2 dernières années, des soucis de santé mentale que nous prenons en charge. Euh, il est évident que sur cette population étudiante, le service est clé, et qui est assez compliqué, parce qu'on parle souvent d'un mineur, on parle d'avoir une famille d'accueil qui est impliquée, une école qui est impliquée, mais aussi potentiellement un parent dans le pays d'origine de l'élève. Et il faut effectivement arriver à communiquer avec l'ensemble de ces parties pour que tout le monde soit à l'aise. Travailler avec des mineurs, ce n'est pas évident, ça demande effectivement une attention et une empathie particulière pour gérer ces populations. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Grande spécificité et gros business pour nos équipes de MSH Amérique. Le deuxième programme dont je souhaitais vous parler, c'est un dont vous avez probablement ou peut-être entendu parler, qui est ce fameux programme KSA que nous avons avec le ministère de la Santé d'Arabie Saoudite, du Royaume d'Arabie Saoudite. Alors, c'est un contrat que nous servons depuis maintenant 3 ans. C'est un contrat que nous servons conjointement avec les équipes d'MSH Amérique, mais celles de MSH France. C'est un contrat qui a été gagné par par nos collègues français, et qui ensuite, dont la gestion opérationnelle a été confiée aux équipes d'MSH Amérique, puisque la majeure partie du service se déroule sur le continent nord-américain et notamment aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelle un programme de Travel for Treatment, où les citoyens saoudiens bénéficient d'une couverture santé dans leur pays, qui est de très bonne qualité, mais il y a un certain nombre de cas, généralement des cas médicaux très complexes, qui nécessitent des traitements exploratoires ou de pointe, qui ne sont pas disponibles dans les entités médicales saoudiennes. Et le gouvernement saoudien permet à ses citoyens saoudiens d'aller accéder aux frais du royaume à des soins dans des centres hospitaliers de grande qualité, qui souvent se trouvent être en Amérique du Nord et aux États-Unis. Et donc, à MSH, nous nous occupons effectivement d'accueillir ces patients, de leur donner accès à un centre médical pointu dans le domaine de la pathologie de ce patient, et accompagnons le patient en faisant la gestion du claims et du case management, pour ensuite effectivement refacturer le ministère de la Santé saoudienne. Alors, depuis 3 ans, nous avons maintenant traité ou géré l'accès aux soins de plusieurs milliers de patients aux États-Unis. Nous parlons généralement de pathologies lourdes, de cancer, de leucémie, et nous avons, pour le compte du Royaume saoudien, dépensé plusieurs centaines de millions de dollars dans les hôpitaux américains pour traiter cette population. Alors, j'en profite pour remercier, ils se reconnaîtront, un certain nombre de nos collègues en France qui sont acteurs dans ce programme. C'est une chouette collaboration entre les équipes d'MSH Amérique et MSH France. Et on est ravis de voir que ce programme, qui a maintenant 3 ans, continue à se développer, puisque nous sommes maintenant en train de développer
une activité similaire avec le ministère de la Santé saoudienne sur l'Europe, puisqu'un certain nombre de leurs citoyens et patients accèdent aussi à des centres hospitaliers en Europe et notamment beaucoup en Allemagne. Donc ça, c'était un deuxième programme très spécifique, ce que j'ai appelé de MSH. Guillaume, c'est Frédéric, pardon. Oui. Juste, si tu peux faire une petite accélération, parce que comme on a encore un sujet derrière. Désolé, hein, je suis un peu le père fouettard. Et le dernier programme, c'est Maple Leaf. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un programme que nous avons gagné en fin d'année dernière avec le gouvernement fédéral canadien, où nous allons nous occuper de leurs 5500 expatriés dans le monde entier et de leurs 700 000 salariés et retraités lorsqu'ils se déplacent à l'étranger. Donc, ça va être un énorme programme pour nous, changement de taille, près de 30% de chiffre d'affaires en plus et environ 65 collaborateurs qui vont nous rejoindre pour travailler sur ce gros programme du gouvernement fédéral. Donc, je vous en dirai plus. C'est un programme qui démarrera l'année prochaine et nos équipes sont extrêmement concentrées sur son implémentation. Eh bien, ça conclut cette présentation d'MSH Amérique, puisque les slides suivants ne vous présentent que notre chiffre d'affaires. On peut aller au suivant, Zoé. Comme je vous l'évoquais, notre ligne de business principale, ce sont les étudiants, suivis de près par la gestion de services pour compte. Et en troisième position vient le segment des corporates, et puis ensuite un peu d'autres segments que nous travaillons. Et nos derniers slides sont juste vous donner quelques exemples de nos clients en Amérique du Nord. Slide suivant. Alors, dans les entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine énergétique. L'économie canadienne est très forte en pétrole, gaz, secteur minier, et nous couvrons leurs expatriés. Mais comme indiqué, nous couvrons beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles, des groupes de voyage, et enfin, travaillons avec des assureurs. Certains, vous reconnaîtrez peut-être leur nom, même s'ils ne sont pas très connus en France, Sun Life, Canada Life, où nous traitons l'activité internationale pour leur population et leur clientèle. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à toute autre question que vous pourriez avoir sur les activités d'MSH Amérique. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer la parole à Isabelle. Bienvenue, Isabelle. Donc, voilà, je suis ravi, merci Isabelle d'être là. Je suis ravi d'accueillir Isabelle Écoute, qui est la DRH du groupe. Merci de t'être rendue disponible pour ce webinaire. Donc voilà, tu as tout MSH France devant toi. À ton écoute. Merci. Écoutez, je vais d'une part essayer d'être assez synthétique parce que je pense qu'en matière de RH, le plus intéressant, c'est de répondre aux questions qui sont les vôtres. Donc, les choses ont beaucoup évolué depuis ces 6 derniers mois. Les équipes de Do It CSI se sont regroupées. C'est vrai qu'MSH a été moins directement impacté, à part l'arrivée effectivement du nouveau dirigeant et de quelques collaborateurs. Je sais qu'on recrute beaucoup pour MSH en ce moment et qu'il y a aussi beaucoup de questions autour du recrutement. Donc, vous allez avoir dans les slides la présentation des grands enjeux de la DRH. Donc, on va les passer rapidement. Puis très vite, je vais prendre vos questions. Ça sera plus intéressant d'interagir. Donc, cette nouvelle DRH qui représente plus de 4500 collaborateurs, elle a pour ambition de mettre finalement l'ensemble de ses collaborateurs dans un environnement qui soit suffisamment motivant et engageant et qui permette encore d'améliorer leur engagement. Tout ça pour dire quoi? On parlait avant de la rétention des talents dans les entreprises. Vous connaissez peut-être ce terme-là. Aujourd'hui, on pense que c'est plus de rétention dont il faut parler, mais effectivement de fidélisation. Puisque on recherche beaucoup, le marché du travail a beaucoup évolué et en cela, la DRH a un nouveau rôle par rapport à ça, puisque ce marché du travail qui s'est finalement presque inversé. Donc, on pense que la DRH, elle doit participer à ce développement du capital humain, qu'à ce titre, elle prépare aussi du CSI pour l'avenir, dans le cadre des nouvelles acquisitions, dans le cadre des nouveaux pays dans lesquels du CSI pourra aussi s'engager. On doit intégrer les nouveaux collaborateurs pour qu'ils se reconnaissent comme faisant partie d'un groupe. Donc, on a aussi un projet pour la rentrée d'onboarding des nouveaux collaborateurs.
et puis des valeurs qui doivent continuer à pouvoir se vivre à travers des événements, à travers de la communication. Voilà, donc ça c'est le spectre un petit peu des enjeux complets de la DRH. Alors, ce qui a changé, finalement, c'est avec ce rapprochement, donc je vous le disais, plus de 4500 collaborateurs, toutes filiales confondues. Désormais, on a une organisation qui est bien affirmée par Business Unit et des directions corporate qui doivent être véritablement au service et en support du business. Et puis, en externe, et c'est là où c'est plus qu'un changement, c'est un bouleversement, on a un marché de l'emploi qui est, j'ai mis très dynamique, le mot est presque faible, et puis des ressources qui deviennent de plus en plus rares. On a des attentes des collaborateurs et un rapport au travail qui se sont profondément transformés, l'effet Covid, mais aussi des aspirations RSE, des aspirations de confort, de cadre de vie, qui réinterrogent finalement le lien au travail aussi à travers le télétravail. Le télétravail, c'était quelque chose qui était il y a encore 5 ans quelque chose de complètement anecdotique. Aujourd'hui, on se met à parler de full télétravail. On fait d'ailleurs une expérience pour voir si effectivement c'est quelque chose qui peut tenir en termes de collectif de travail, donc des gens qui seraient totalement en télétravail et qui pourraient habiter là où ils le souhaitent. Donc, on va devoir réinventer notre activité pour fidéliser, parce qu'effectivement, ça, c'est le cœur de nos préoccupations. Alors, dans ce monde qui change et dans ce contexte-là, donc je disais attirer et fidéliser les talents. Comment DioCSI doit non seulement être un groupe qui est connu sur le marché, mais comment on va, parce qu'aujourd'hui la petite annonce qui générait avant X dizaines de CV, ben ça n'existe plus. Donc il va falloir effectivement aller chercher les collaborateurs d'une manière différente, bien sûr par les réseaux sociaux, mais pas uniquement. On a un projet de cooptation qui va aussi voir le jour, pouvoir travailler autour de ce sujet-là. On doit accompagner le rapprochement des équipes. Je l'ai cité, même si MSH, Frédéric le sait, est un peu moins impacté que d'autres directions. Mais pour d'autres directions, ce rapprochement des équipes et la construction de ce nouvel ensemble, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus impactant. Réaliser bien évidemment des synergies du fait de la taille. Hein. Donc, il y a beaucoup aussi de synergies d'achat à gagner, de synergies d'espace à gagner, d'avoir effectivement plus de puissance à travers ce groupe. On va harmoniser en matière RH tout ce qu'on peut harmoniser dans une logique de subsidiarité et dans une logique de on harmonise quand ça a du sens. On ne va pas harmoniser pour faire des process de manière générale. Et puis surtout, faire vivre les valeurs, parce que c'est aussi ce qu'attendent les collaborateurs pour effectivement mieux développer cette performance collective. Alors, comment on s'est organisé depuis le début de l'année, puisque donc rapprochement des deux DRH, la DRH du groupe Burrus et la DRH de CSI Saint-Honoré. Donc, on a une DRH métier et international en la personne de Bénédicte Bois que vous connaissez, et donc d'un RRH qui est associé pour MSH, qui est Laure, donc vous avez déjà eu l'occasion, je crois, d'accueillir dans vos comités de direction. Donc ça, c'est vraiment cette direction métier internationale qui sera le lien privilégié avec les BU. Donc pour l'international, c'est Florent Jost et Laure Joubert pour la France. Donc le lien privilégié avec les BU en proximité avec l'ensemble des managers. Derrière, je dirais en backup, on a une direction du développement RH et de la RSE qui est en charge des expertises. C'est là où on va étudier tous les aspects Compenben. C'était une fonction qui n'existait pas à la DRH CSI et qui n'existait pas non plus du côté du groupe Burrus, puisqu'aujourd'hui, les sujets de rémunération sont aussi au cœur de l'attractivité et de la fidélisation des collaborateurs. Le SIRH, tout ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs. Où est-ce qu'on a des risques de turnover, comment évolue notre turnover sur nos différentes directions. C'est cette direction qui s'occupe du recrutement, de la formation, toute la partie développement des compétences. Donc cette direction du développement RH et de la RSE, elle a été confiée à Stéphanie Boulet. On a une direction des affaires sociales, bien sûr, pour les instances de représentation du personnel, pour les aspects contentieux.
Un département paye. Alors, je m'arrête juste une minute sur un département paye, parce qu'on a ce mois-ci un projet de migration de l'ensemble des payes Dio dans le même outil. Alors, ça peut paraître un détail, mais la paye, c'est vraiment très, très structurant. Et si jamais on a un souci sur les payes des collaborateurs, en général, on le sait tout de suite. À la DRH, la priorité, c'est quand même de payer les gens, même si tout le reste, c'est important. Alors, quand ça roule, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure. La paye, c'est quand le train arrive à l'heure, on n'y pense même pas. Et puis, quand on commence à avoir des petits soucis. Donc, ce mois-ci, on est en migration de paye. Donc, on est un petit peu tendu, je ne vous cache pas. Donc, voilà pourquoi je voulais citer ce département paye. Et puis, on a aussi un nouveau département de communication interne et d'accompagnement du changement qui s'est mis en place depuis quelques temps. Alors, pour ceux qui sont à Season ou à Clichy, vous avez vu qu'il y a eu tout un accompagnement de communication autour. Et donc, c'est ce département qui accompagne les collaborateurs. On a aujourd'hui une UES côté CSI Saint-Honoré et puis on a une UES côté Dio LSN et des CSE dans les différentes filiales de Dio. Tout ça, ça nécessite de se rapprocher. Je ne vais pas vous faire un cours de droit social, mais une UES ne rentre pas dans une autre UES. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tout dénoncer pour avoir une organisation sociale et des instances de représentation du personnel avec lesquelles on puisse parler et qui représentent l'ensemble du groupe. On va donc, on a un projet de dénonciation. La dénonciation, elle devait se faire là, mais ça a été un tout petit peu plus long sur l'accord intéressement et on va envoyer une communication donc de CSI. Donc l'accord d'intéressement a été signé avec les représentants du personnel de CSI. On va donc dénoncer les UES fin août, tout début septembre, et ça va ouvrir des élections. Donc l'ensemble des collaborateurs de MSH seront impactés, puisque MSH fera partie des structures qui font partie de cette nouvelle UES, de ce nouvel ensemble. Voilà, donc on était vraiment jusque fin juin dans cette période de transition. On a priorisé ce chantier paye, et là on est sur le dernier step de ce chantier paye. On finalise l'ensemble des process, on aura un outil aussi commun pour les entretiens annuels, pour tout ce genre de choses. Puis à compter de septembre, on construit les nouvelles instances de représentation du personnel. C'était le calendrier social. Voilà. Donc, en fait, ça a été en 6 mois beaucoup de chantiers pour préparer tout ce qu'on va faire après. Et pour pouvoir être en bon ordre de marche pour négocier un statut commun qui soit le même pour l'ensemble des collaborateurs de toutes les entités déjà France au niveau de Diocèse. Un grand merci d'abord à toi pour cette présentation. Synthétique. Et je crois qu'il y avait déjà des questions, Fabrice, précédemment, Alors, il y a plein de questions. Il y a plein de questions pour Isabelle. Alors, déjà, des questions sur le fait d'attirer les talents. Donc, on connaît aujourd'hui certaines difficultés de recrutement. Quelles sont les possibilités de cooptation qui existeraient? Alors, on vous présentera un projet tout début septembre, enfin, qui va être présenté au COMEX, effectivement, pour pouvoir inciter les collaborateurs à faire cette cooptation. Aujourd'hui, on a confiance dans nos collaborateurs, on pense que ce sont nos meilleurs ambassadeurs, et ce n'était pas toujours le cas dans les entreprises. Si on revient même il y a 5 ou 10 ans en arrière, c'est pas si vieux. Mais la cooptation, c'était quelque chose qui était plus du tout mis en avant. Aujourd'hui, on a la conviction de dire que finalement, si un de nos collaborateurs propose à un de ses amis, à son entourage, à un camarade de promo, propose son CV et propose de nous rejoindre, d'abord, c'est qu'il est bien dans le groupe, c'est qu'il a envie de promouvoir le groupe. Et il ne va pas aller chercher quelqu'un qui ne va pas être au rendez-vous, parce qu'il se sentira lui-même finalement redevable par rapport à son entreprise. Donc pour cela, on va apporter des incitations, alors financières ou pas, c'est ce qu'on doit valider en COMEX dans le cadre de cette cooptation. Déjà, tu auras mon accord pour mettre un peu d'argent. Je pense que c'est une excellente idée. Voilà, donc j'ai déjà trouvé Mais je m'étais même dit qu'on le ferait côté MSH à un moment donné, comme tu as vu le niveau de recrutement, quand on ferait quelque chose, mais si c'est fait au niveau groupe, c'est encore mieux. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, on a 230 recrutements en cours, c'est énorme. On a mis en place depuis le mois dernier un reporting par BU pour effectivement s'assurer qu'il n'y a pas
et aussi pouvoir prioriser, hein, puisque je ne vous cache pas que dans l'équipe RH aussi, on a des démissions, dans l'équipe RH aussi, on a du turnover, parce qu'on a des gens qui étaient habitués à travailler dans des petites structures et qui n'ont pas forcément envie de travailler dans un grand groupe. Donc voilà, donc on suit vraiment ces recrutements de très très près. On a un petit peu baissé le mois dernier, donc j'étais assez contente. On n'avait plus que 180 postes ouverts, mais enfin, comme on a toujours des démissions, et on n'a quand même que 70 démissions. Alors je le dis parce que on a tous autour de nous 1, 2 démissions qu'on connaît, dont on entend parler, mais à la taille du groupe, 70 démissions, c'est peu. Donc en fait, on n'a pas un taux de turnover finalement. On a eu des créations de postes, hein, dans beaucoup de BU, et on n'a pas un taux de turnover qui est si important que ça. Donc, ça remet un petit peu les choses en perspective. Petite question corollaire, comment mieux attirer avec la marque employeur, car aujourd'hui, nous ne sommes pas assez connus des recruteurs. Alors, c'est bien normal, hein, on s'est mariés il y a à peine 6 mois. La marque, pour qu'une marque, elle commence à avoir une notoriété, c'est quelque chose d'assez long. Bon, après, le courtage ou l'assurance ne sont pas forcément les premiers secteurs les plus fun pour les sorties d'école. Donc, il faut aussi que ça passe par des partenariats avec les écoles, ce qui était très peu fait, tant côté CSI que côté DIO. Donc, des partenariats. Et là aussi, à travers le projet cooptation, c'est pas juste je passe un CV, donc du coup, je vais avoir en contrepartie un bon d'achat, une forme de rémunération ou quelque chose. On va aussi demander à nos collaborateurs d'être eux-mêmes, peut-être parrains de promo, d'aller s'exprimer dans les écoles, de pouvoir effectivement trouver, par tous ces moyens-là, aller chercher des partenariats privilégiés avec certaines écoles pour que justement du CSI commence à être connu. Et on s'adossera d'ailleurs peut-être aussi, c'est une idée, mais elle va, encore une fois, on sera en mesure de vous présenter ça à la rentrée. On pourra s'adosser aussi avec certains assureurs avec lesquels on est partenaire pour être partenaire dans des écoles. Merci beaucoup. Alors, un pôle de questions autour du développement du capital humain. Où peut-on trouver la liste des postes à pourvoir? Ah, ça c'est une bonne question aussi parce que on n'a pas encore aujourd'hui, vous le savez, d'intranet commun. Donc il y a Connect pour les collaborateurs de CSI, mais on n'a pas encore d'intranet commun. On est sur les derniers tests d'une capsule qui s'appelle Jalios et qui devrait, d'ici la fin de l'été, pouvoir être portée à la connaissance de l'ensemble des collaborateurs et qui hébergera l'ensemble des postes. Mais sinon, les postes aujourd'hui, ils sont encore postés sur LinkedIn, sur des sites, sur des job boards, voilà. Il n'y a pas encore un endroit où ils sont tous regroupés. C'est un projet qui verra le jour, allez, je vais dire octobre maximum pour être prudente. Donc, il y avait également une question sur la symétrie des attentions, savoir ce que ça recoupe. Oui, alors c'est un terme que j'utilise souvent parce qu'en fait, y compris nos patrons, quand Christian et Pierre parlent de nos clients, enfin voilà, de l'attention qu'on doit porter aux clients, c'est toujours quelque chose de très important et on est toujours très très attentif à nos clients. Et j'étais assez contente parce qu'ils l'ont rappelé cette semaine à l'occasion d'un café d'accueil avec les nouveaux embauchés, que finalement il fallait être aussi attentif à nos collaborateurs qu'on l'était à nos clients. Donc la symétrie des attentions, c'est ça, c'est de dire l'attention que je vais porter à mon salarié, elle doit être au moins la même que celle que je vais porter à mon client, parce que mon salarié qui sera à ce moment-là en face du client, comme lui-même il se sentira bien dans son entreprise, ça va, voilà, de fait, ça éclairera la relation qu'il aura avec le client. Si lui-même il n'est pas content de son management, il n'est pas bien dans son entreprise, mais forcément ça retentira. Il pourra faire comme si, mais ça retentira sur sa relation client. Donc, c'est ça, effectivement, la symétrie des attentions. Alors, toujours dans ce pôle développement. Hein. Voilà, c'est un travail du quotidien et c'est un travail de nous tous, finalement. Toujours dans ce pôle développement humain, donc par rapport au rapprochement du CSI, est-ce qu'il est prévu pour tous les collaborateurs d'avoir un entretien pour faire le point sur sa carrière, ses aspirations? Oui, donc dans le cadre des entretiens annuels, donc on va remettre ça à la rentrée et on fera une communication sur l'ensemble des campagnes
que ce soit les campagnes d'entretien, les campagnes de recensement des besoins de formation, de développement des compétences et également les campagnes d'augmentation. Donc, on devrait, à la rentrée, pouvoir donner un calendrier sur toute l'année 23, à quel moment auront lieu quel type de campagne RH. Alors, c'est une question RH, mais qui s'adressait plutôt à Guillaume, sur ce fait de travail, de savoir où trouver des opportunités de mobilité interne pour travailler à Toronto. Alors, on a aujourd'hui quelques personnes dans les équipes canadiennes qui ont travaillé dans d'autres sociétés du groupe. Je pense notamment à un individu qui travaillait auparavant à Dubaï, quelqu'un qui travaillait en France. Ça a été plutôt des démarches individuelles de gens qui ont postulé. Je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui effectivement de programme de mobilité internationale structuré. Pour autant, enfin moi, personnellement, j'ai bénéficié de mobilité internationale et je pense que ça marche très bien. Donc là, je pense que ça sera plus sur, il faudra qu'on en discute avec Isabelle et Bénédicte, sur comment poster, s'assurer que les gens sont au courant des jobs qui sont ouverts dans les entités du groupe. Et tout le monde est bienvenu de postuler à un job et de nous rejoindre. Mais ça reste une démarche personnelle, mais qui est encouragée, oui. Donc, c'est vrai que la maison, elle est pas terminée. Enfin, voilà, la construction de notre maison commune, elle est pas terminée. Mais moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que finalement, on est chacun aussi acteur de sa carrière. Et donc, les process, c'est une chose. Oui, ils vont être mis en place, les outils, ils vont arriver. Mais pour ceux qui ont des envies, n'attendez pas. Enfin, exprimez-les. Vous avez un management, vous avez une équipe de direction, et je laisserai Frédéric compléter, mais qui est tout à fait ouverte à ce genre de choses. Donc, pour ceux qui ont des choses à exprimer, je pense que c'est important de les exprimer, pas de se dire, bon, ben alors, quand est-ce que je vais pouvoir aller voir l'ensemble des postes? Vous avez envie de bouger, dites-le. Et je peux juste confirmer totalement, surtout que MSH, on n'est pas si gros, on est 1 millier, mais sur les 1200, il y en a 500 en Chine, donc on n'est pas aussi nombreux que cela. Donc, n'attendez pas si quelqu'un a des envies. Alors, il faut qu'il y ait un poste en face, etc., etc. Mais n'hésitez pas à le remonter à votre management. Moi, j'ai une vision un peu globale. Je ne vais pas donner ton adresse mail comme ça, parce que je ne la connais pas par cœur, Guillaume, mais n'hésitez pas à écrire aussi à vos collègues, à vous renseigner, à faire savoir que vous êtes intéressé. Moi, quand je suis en position de manager qui recrute, quelqu'un qui vient me voir, qui lève la main, qui me dit je suis intéressé, j'ai envie de rejoindre les équipes, il part déjà avec un sérieux avantage, parce qu'on est toujours sensible à ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas. J'en profite d'ailleurs pour indiquer qu'on relance les VIE. Donc, on est en train de recruter un jeune ou une jeune française. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système qui sort d'école pour aller en Allemagne, à Hambourg, dans notre bureau. Je crois que c'est sur une durée de 18 à 24 mois. Et après, on verra si la personne se plaît dans le groupe, si elle veut rester en Hambourg, si elle veut revenir en France. Mais je suis ravi si elle revient. Elle aura travaillé 2 ans à Hambourg, elle reviendra en France plus riche de ça. Et donc, voilà. Donc, je peux que agréer. N'attendez pas que tous les process soient là. Si vous avez des souhaits et des volontés, quelque chose à apporter, levez la main. Alors, on a tout un pôle de questions qui tournent autour du télétravail. Donc, je vais en poser 2, 3, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les prendre toutes. Et ce que je suggère, c'est qu'on récupère toutes les questions qui ont été posées et je pense qu'on y fasse une réponse post-webinar. Ceci étant, donc j'en sélectionne quelques-unes. Donc, la première, c'est une question pour les équipes d'MSH de Season. Comment va se faire la décision sur le fait de pouvoir télétravailler 2 jours par semaine versus 3 jours par semaine? Alors, là-dessus, moi, je peux répondre d'un point de vue, ce qu'on a écrit dans les avenants et dans les accords. Après, ce sont des décisions managériales. L'esprit de ces accords, et compte tenu de la taille, c'est qu'on est dans un cadre général. Et ce cadre général, il est de dire, en fonction des besoins des équipes, c'est effectivement 2 à 3 jours. Alors, pour Equinox, effectivement, on a eu un engagement de direction générale pour dire vous pourrez tous bénéficier de 3 jours de télétravail. Hein, donc ça, on est parfaitement d'accord avec Frédéric. Pour Equinox, les personnes pourront télétravailler 3 jours. Je pourrais vous dire un mot du lissage du télétravail aussi, mais pour Season, effectivement, il pourra y avoir ça et là, mais je pense que ça restera des exceptions d'un point de vue managérial, des équipes qui seront plutôt à 2 jours. Donc, on a effectivement aujourd'hui des équipes à 2 jours. Je pense à chez toi notamment, Laurent. On a quelques équipes à 3 jours à Season.
Il y a une demande derrière la question que ceux qui soient à 2 jours puissent passer à 3 jours. Et pour l'instant, je reste un peu sur la réponse que j'ai faite tout à l'heure dans le cadre du déménagement. J'aimerais nous donner le temps, donc peut-être qu'on y viendra, mais qu'on se dise, vivons un peu ensemble dans le mode avec 2 solides mois, donc septembre, octobre derrière nous. Et en fonction de cela, on verra comment on s'adapte et voilà, peut-être qu'on ouvrira à ce moment-là à Oui. 3 jours, on verra avec l'expérience. Je Alors, constate que c'est une demande assez fréquente dans les entretiens de recrutement. Des fois, ça me surprend. Enfin, ouais, je vais être un peu vieux jeu peut-être. Donc, on y viendra peut-être, mais je voudrais avoir juste un peu de recul sur ce mode opératoire. Après, on n'est pas non plus stupide. Si quelqu'un a des rendez-vous, je ne sais pas où, dans Paris ou autre, et qu'il rentre chez lui ou chez elle l'après-midi pour bosser de chez elle, c'est pas interdit. Enfin, je veux dire, voilà, on est des gens, j'espère, plein de bon alors, sens. en fait, il y avait une question corollaire autour de celle-là qui était le fait que on a reçu des messages de la RH sur le fait qu'il fallait qu'on se positionne d'ici le 13 juillet. Oui, oui. Euh, et donc, du coup, la question est posée de savoir comment gérer le fait de se laisser un peu le temps d'observer versus le fait de Alors, devoir répondre pour le 13 juillet, en fait. je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ceux pour lesquels Equinox, d'abord, pas de sujet, c'est 3 jours. Les équipes pour lesquelles les managers sont OK pour 3 jours, pour 3 jours. Pour les autres, c'est 2 jours. Donc, positionnez-vous en fonction de ça. Je partage complètement l'avis de Frédéric, c'est-à-dire qu'on est passé il y a 2-3 ans dans nos entreprises, et si je dis il y a 5 ans, c'est quand même pas si loin, il y avait très peu d'entreprises qui offraient du télétravail. Et d'un coup, on arrive à 3 jours de télétravail. Donc, on est quand même dans un équilibre assez fragile. Et on sait que le bon équilibre, il est entre 2 et 3 jours. Bien sûr, il y aura des métiers qui, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, seront full télétravail. Mais on n'y est pas encore et on a encore besoin de s'assurer de ce collectif de travail. D'autre part, et effectivement, c'est pour ça que j'ai envoyé ce message, il faut qu'on lisse en fait les jours de télétravail. Et c'est là aussi où le rapport au travail il est en train de changer. Le télétravail, et là si je remonte 10 ans en arrière, c'était un peu quelques cadres qui pouvaient faire des réunions ou des comptes rendus le vendredi. Hein, c'était un peu ça le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, ça n'a juste plus rien à voir. La plupart des métiers sont télétravaillables. Tous les jours de la semaine doivent être banalisés. On doit pouvoir télétravailler de partout sous réserve d'avoir et un métier compatible et des conditions chez soi aussi compatibles. Parce que il n'est pas question de dire bah oui mais ok mais moi le jeudi soir je pars dans ma campagne et le vendredi j'ai une wifi qui marche pas. Donc ça je me tourne vers Frédéric, mais c'est vrai qu'il faut quand même garder du bon sens autour du télétravail. Le télétravail c'est du travail. Voilà, et donc il faut se mettre dans des conditions de travail. Et le lissage du télétravail, qui est lié au flex, hein, il doit être là aussi pour qu'on puisse, quand on vient au bureau, travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire être à la fois pas trop nombreux, trouver de la place sans problème, pouvoir voir ses collègues. Donc c'est un subtil dosage. Donc positionnez-vous, on fera des avenants et si besoin, on modifiera les avenants, y compris en cours de période. C'est-à-dire pour les personnes qui vont signer des avenants une fois qu'on sera OK avec le management et avec l'ensemble de la BU, ça ne va pas être figé pour 10 ans. Les choses vont bouger. Exactement. Donc, si vous êtes sur Equinox, vous avez jusqu'à 3 jours, hein, faire moins, bien sûr. Et là, bah, vous vous positionnez. Si vous êtes sur Season, que vous êtes à 3 jours et que vous voulez le rester, vous vous positionnez. Si vous êtes à 2 jours, bah, vous vous positionnez sur les 2 jours. Et si à un moment donné, on décide autrement, octobre, novembre, bah, on fera un avenant, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas non plus une énorme population qui est concernée. Il y aura une évolution d'avenant, on ouvrira. Et puis à ce moment-là, vous vous positionnerez dessus. Et on constatera également, c'était un peu ce que je disais, l'aspect lissage, comment on Comment ça utilise se les jours de la semaine et comment ça se répartit. Est-ce que c'est plein comme un œuf craqué le mardi et on déborde sur les quartiers des autres et c'est totalement vide côté MSH le vendredi. À ce moment-là, on essaiera de voir comment on doit réajuster intelligemment. Mais pour l'instant, on va se donner un peu le temps de le voir et puis on ajustera en fonction de ça. Je rappelle aussi que le télétravail, c'est du volontariat et qu'on peut aussi comprendre que quelqu'un qui n'a pas des conditions, alors je parlais de la Wi-Fi ou de la box tout à l'heure, mais qui n'a pas des conditions de logement qui conviennent à du télétravail, il doit pouvoir aussi venir sur les lieux du travail. Hein. Donc ça, parce qu'on est passé vraiment du tout à rien, et c'est là où on préfère y aller de manière prudente.
Donc, allez-y, vous vous positionnez. De toute façon, nous, on va relancer. On fera des avenants et puis on les fera évoluer quand de besoin. Une dernière question, et enfin, on n'aura pas pu toutes les prendre autour du télétravail, un peu à géométrie variable, mais sur le sujet de la possibilité de télétravailler, soit à partir d'autres sites de Dio ou de MSH en France, voire à l'étranger. Donc, quelqu'un citait la Belgique, en continu, voire pour un nombre de jours limité dans l'année. Alors, je vais déjà de l'étranger, c'est très compliqué en termes de réglementation. Parce qu'au-delà d'un certain nombre de jours, on a des soucis de réglementation, sécurité sociale, URSSAF, je vous en passe, et d'autres, y compris de réglementation fiscale. Donc, pour l'instant, on demande aux personnes, sauf exception, de télétravailler. Alors, bien sûr, s'ils sont en mission ou en déplacement, ça c'est un déplacement professionnel et ce n'est pas du télétravail. En tout cas, les avenants de télétravail sont faits en France. Et pour l'instant, on est dans ce cadre-là parce qu'on a une réglementation qui est trop contraignante par rapport à ça, y compris en Europe. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on regarde par rapport à l'ensemble des lieux, puisque du CSI est sur de très nombreux lieux en France, pour pouvoir accueillir des gens qui voudraient aller télétravailler sur ces différents lieux. Pourquoi pas, mais finalement, ça correspond aussi à du full télétravail. Parce que si un collaborateur de MSH se rend chez Dio Méditerranée à Avignon, il n'y verra pas ses collègues. Donc, ça n'aura un intérêt finalement qu'assez limité. Il aura quand même du transport, il aura quand même... Donc, c'est soit plutôt du full télétravail, soit Equinox ou Season. Pour l'instant, on n'est pas... l'ensemble de nos sites, s'il y avait des équipes MSH sur l'ensemble des sites, ça aurait du sens. Ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, Sachant qu'aujourd'hui, informatiquement parlant, mon ordi MSH dans un immeuble Dio, j'ai que la Wi-Fi. Je ne peux pas le faire autrement. Voilà, aujourd'hui, on a aussi des sujets d'outils. Voilà, moi, je suis dotée de 2 ordinateurs pour l'anecdote, en ayant des outils Dio, des outils MSA, des outils CSI, pardon. Voilà, on n'est pas encore complètement prêt en termes d'outils. Et le télétravail nécessite aussi des outils qui fonctionnent vraiment bien. Après, j'ai essayé de mettre, parce qu'elle n'a pas répondu, Isabelle, en relation avec quelques-uns de nos clients qu'on a rencontrés avec Laurent, puisqu'il y a des clients qui effectivement proposent 10 jours, 15 jours où on peut télétravailler en full, y compris de l'étranger, mais à condition d'être dans un pays où il y a des implantations, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué derrière la réglementation. Et donc, voilà, pour voir aussi ce qui se passe ailleurs, quelles sont les expériences des autres. Et comme le disait Isabelle, on est sur une matière qui est encore un peu en évolution, etc. On n'est pas mature encore. On est le premier courtier français. Je pense qu'on a un rôle aussi à regarder et à ouvrir des nouvelles portes par rapport à d'autres. Mais il faut le faire en étant sûr que notre informatique est assez solide. Ce n'est pas encore le cas. En étant sûr que, voilà, de ce que l'on fait. Mais je pense que ça vaut le coup de regarder ce que font certains de nos clients là-dessus et voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer. Du coup, on prend plus de questions et Fabrice, on enverra derrière la liste des questions et des réponses. Exactement, on a récupéré toute la liste des questions qui ont été posées, qu'on essaiera d'organiser par thématique en y apportant des réponses. D'accord. Ok. Bah, écoutez, merci à toi Isabelle. Merci, je crois qu'on était 160 connexions, si j'ai bien lu à un moment donné. Ah, j'ai pas ma caméra. Je fasse quelque chose. Ah, si, on voit. Voilà, donc merci à toutes et à tous pour avoir participé à ce webinaire. On vous a parlé des chiffres du groupe et on est un peu en avance, donc c'est plutôt bien. Vous avez vu l'actu MSH avec tout ce qui s'est passé, le développement de l'individuel que l'on souhaite et les évolutions sur les opérations. Vous avez vu le commercial, merci Laurent, le slide. On voit qu'on a pas mal de fer au feu, mais qu'on est un peu plus court dans la durée, notamment sur le corporate. Vous avez vu nos chiffres MSH, alors ils sont moins bien, le prévisionnel est inférieur au budget. Il faut avoir en tête que le prévisionnel, c'est 10% de croissance. Et franchement, dans les conditions de guerre et de confinement que l'on a vécu sur le début de l'année, je trouve que c'est brillant.
de faire 10%. Donc, merci aux équipes et merci aux équipes partout dans le monde. Vous avez eu les spécificités du Canada. On a appris plein de choses. Merci à toi, Guillaume, d'être intervenu depuis Calgary et merci sur la partie RH. Et on verra s'il faut. J'avais plein de questions, donc il y a peut-être un peu de frustration. On essaiera d'y répondre et on verra si sinon, il faudra que tu viennes en deuxième séance une autre fois. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, comme c'est le dernier webinaire avant la période estivale, et notamment pour ceux qui prennent des vacances, on s'est permis de mettre un palmier et un cocktail sans alcool, évidemment, à notre RC employeur. Voilà, pour les vacances. Donc, pour ceux qui vont partir, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez-en, faites le plein d'énergie. On aura plein de choses à réaliser et plein de beaux projets à partager à la rentrée. Donc, voilà. Faites le plein et on se retrouve à bientôt ou après les vacances pour certains. Merci. Merci. N'hésitez pas à compléter le questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup à toutes et tous.